Les États généraux de la langue picarde, organisés par l'Agence pour le Picard, se sont tenus à Arras le 14 novembre 2015. La troisième table ronde est consacrée à l'écrit en picard. Quels auteurs? Quel public? Quelle diffusion? Bon, je vais répondre pour l'édition. Moi, je suis donc ce n'est pas l'édition Picard qui me fait vivre. Je suis libraire. Philippe Leleu est libraire à Amiens. Il est aussi éditeur de plusieurs ouvrages en picard. Donc, c'est déjà pas mal de boulot de survivre en tant que libraire. L'édition, j'ai une vingtaine de titres, 24 titres au catalogue. Il y a 6 livres en picard. Picard à chaque fois bilingue. Je vous expliquerai après si l'intérêt. Et puis sur ces 6 livres, il y a maintenant deux livres avec des CD. Maintenant, je n'éditerai plus de Picard sans support audio. Et puis, il y a aussi donc un quart de livres en Picard. Ce ne sont pas les plus rentables, évidemment. Parce que tu parles tout de suite de rentabilité et de vente, mais je pourrais vous expliquer un peu ce qui est le plus recherché, en tout cas ce qui se vend le plus. Donc je fais en sorte aussi, lorsque je fais des livres sur le patrimoine, de mettre des mots en picard, des phrases en picard. Par exemple, j'ai fait un livre sur la fleur, évidemment, il y a des phrases en picard, mais c'est un livre en français. Il y a des anthologies, j'ai édité un livre de poésie de Pierre Garnier, il y a du Picard, ainsi de suite. Bon. Quand je peux, je glisse du Picard. Je glisse-muche dans quelques pages. Par plaisir, par militantisme ou parce que tu sais que finalement il y a une attente aussi pour ça? Je préfère dire par perversion, quoi, un peu. Donc, j'ai commencé, alors moi je ne suis pas picardisant au départ du tout, hein, je suis vraiment sur le tard. J'avais quelques mots en picard enfermés dans des boîtes, et c'est Marie-Madeleine Duquesne à Amiens qui les a ouvertes. Une espèce de Marie Gruette, mais fin gentille, hein, hors bord de Somme. Elle avait fait un dictionnaire la Massoire en polycopié. Je suis tombé dessus, et c'est en ouvrant, en lisant les mots en picard, en plus ces mots sont illustrés de micro-nouvelles, de micro-romans, qui donnent tout de suite de la joie, de l'humanité. Et ces mots, enfin cette découverte de cet ouvrage mis en photocopie, voilà, ça a réveillé, en fin de compte, des mots qui étaient bien cachés en moi et qui venaient de mon grand-père flamand. Ah oui. Qui est venu, comme beaucoup de Belges, se réfugier et s'arrêter à Amiens pendant la guerre 14. Et donc j'ai commencé par en fin de compte, rééditer, embellir, augmenter le dictionnaire de Marie-Madeleine Duquesne, et qui est épuisé, mais dès que j'ai un mollet dessous, je le refais. Après, je fais la rencontre avec Jean-Marie François. Alors j'ai fait aussi un livre, alors on disait qu'il n'y avait pas de texte pour enfants, mais si, il y a Mathieu Leu, qui a été édité maintenant il y a 10 ans, qui est toujours disponible. Je pense que c'est un outil, enfin en tout cas on a voulu le faire comme un outil ludique et pédagogique. Bon, il n'a pas été accaparé par les instituteurs, les institutrices, mais voilà, il y a des outils, dont Mathieu Leu, ce sont des comptines donc écrites par Marie-Madeleine Duquesne. Ce ne sont pas des traductions de comptines existantes. Elle a fait aussi la musique, donc ces chansons a cappella sont disponibles sur le site de la librairie. Donc on peut, bien sûr, tout enseignant peut l'utiliser en classe, hein, c'est libre de droit. Volez-nous, je vous en prie, messieurs les pédagogues. Après j'ai fait un peu, on a fait dans le classique, c'est-à-dire un livre de contes et légendes.
Alors c'est ce qui marche le mieux, hein. C'est-à-dire que le Picard qui essaye de rassembler le patrimoine des contes et légendes, je crois que c'est pour les gens qui achètent un livre en Picard, c'est ce qui est logique. On achète, alors c'est folklorique, mais on achète du patrimoine écrit lié aux contes et légendes. Et le contre-exemple de ça, excuse-moi je te coupe, mais c'est le formidable succès des traductions d'Astérix ou de Tintin en Picard. On a deux volets finalement. Oui, mais alors ça, ça c'est autre chose. D'abord, c'est porté par une BD universelle, hein, et puis c'est un support plus facile d'accès, hein, bien sûr. Donc il y a aussi ça comme outil pédagogique, on en a parlé tout à l'heure. Moi je parle de ce que je fais, donc ça c'est une énorme vente, hein, et c'est très bien. Maintenant il faut savoir, je suis désolé, mais moi je suis libraire, j'ai vu ceux qui m'achetaient Tintin et Astérix en Picard sont tous des collectionneurs, hein. C'est des gens qui achètent tous les Tintins, tous les Astérix, voilà, et en toutes les langues. On me commande des Tintins en ouzbek, ce sont des collectionneurs, une bonne partie sont des collectionneurs. Mais bon, en tout cas, c'est un bel outil. Moi, j'ai donc édité toujours en bilingue, donc ces livres. Après, on a essayé, alors là, c'est un échec total. Je parle d'un livre qui n'a pas du tout trouvé son public. On a essayé justement d'être plus créatif, c'est-à-dire d'éditer des nouvelles de Jean-Marie François, mais des nouvelles tout à fait contemporaines, des nouvelles un peu dans le style, la tradition des nouvelles américaines, hein, des nouvelles assez noires, à l'humour noir, qui se passent donc dans la région, autour d'Aville et autour d'Amiens, principalement. Bon, ça c'est un échec total, hein, c'est-à-dire que c'était aussi pour montrer que l'édition de textes contemporains, modernes, que la langue picarde pouvait très bien s'écrire aujourd'hui. Après, il y a eu. Donc, après, j'ai fait le contraire, c'est qu'on a fait quelque chose de tout à fait universel. C'est les contes de Perrault. On a édité tous les contes de Perrault. Alors, c'est pas une traduction, c'est une création de Jean-Marie François, qui après a traduit sa création, alors bien sûr en suivant les histoires des contes de Perrault, mais il l'a réécrit complètement, ce qui donne une toute autre chaleur, hein. Et après on l'a traduit en français. Donc c'est une traduction française des contes de Perrault en picard. Et c'est bien mieux, hein. Au lieu que ça soit l'idée d'une fois, tout platement, c'est Iogrammatin, du thym au chéglen, des avoies des nains. C'est quand même. Bon, et ça c'est un outil c'est un outil pareil qui est tout à fait accessible aux instituteurs, hein, mais pour l'instant ça n'a pas été pris. Voilà. Donc il y a des échecs, des réussites. Je ne sais. Donc le dernier là, donc ils sont sur la table, hein, si vous voulez les consulter. Le dernier, c'est les contes de ma mère Loise de François Bovy. Donc là, il a vraiment récolté il a récolté des contes. Hein, et il les a transcrits. Et ça a été traduit, on les a traduits aussi en français, et il y a un CD, alors à chaque fois le CD bien sûr est en picard, autrement ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, les résultats sont différents suivant le livre, mais je peux vous dire que l'échec est dû aussi au manque d'intérêt des bibliothécaires, en tout cas en Picardie. Bon, voilà. Et donc là, il y a une expression qui ne va pas confirmer la règle. Et puis aussi, je parle des bibliothèques publiques, mais aussi les CDI, hein, les enseignants.
Ma dernière expérience là en tant que libraire, c'était une ville juste à la limite, du Pas-de-Calais, mais juste à la limite de la Somme. Je suis allé présenter des livres. Alors c'est des bibliothèques. Souvent les bibliothèques à la campagne sont tenues par des bénévoles, donc des gens souvent en retraite. Et donc je devais présenter quelques centaines de livres. Et ils choisissaient parmi ces livres. Et bien sûr j'ai glissé, par perversion toujours, des livres en picard. Dans un premier temps, je vais choisir, puis après, des fois, j'insiste sur quelques livres. Je dis, franchement, vous devriez le prendre. J'essaie de les convaincre de revenir sur leur premier choix. Pas sur ce qu'ils prennent, bien sûr, mais sur ce qu'ils prennent pas. Et bien sûr, les livres en picard avaient été mis de côté par des gens qui ont dû bien connaître le picard, mais qui l'ont non, mais vraiment, ils l'ont. Quand ils ont dit, oh ben non, on va pas mettre du picard, alors ils se sont retournés devant quelqu'un qui était pour elle et eux, ces bénévoles, un peu irresponsables. C'était un maire de la communauté de communes qui a dit, bah si, bien sûr qu'il faut prendre le picard. Voilà. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'après, ils m'ont dit, oui, mais on va le ranger où? Justement, c'est une question. Dans votre librairie, vous avez un rayon picard ou alors c'est régionalisme? Alors il y en a au rayon conte, il y en a au rayon livre édité par la librairie Labyrinthe, il y en a au rayon régionalisme, il y en a au rayon enfant. Donc rien n'est identifié picard? Non, ce n'est pas identifié. Je n'ai pas un rayon picard. Alors les bibliothécaires ont bondi sur leur fauteuil. Alors il y a des livres en picard dans les bibliothèques. Oui, alors les bibliothèques font très attention. Rapprochez. Oui, faut que je m'approche du micro, voilà. Les bibliothécaires font très attention à l'édition en langue picarde. Jean Villebas est conservateur de la bibliothèque de Douai. Il a longtemps été responsable du fonds picard de la bibliothèque d'Amiens. Et aussi à la richesse du patrimoine littéraire picard. Le problème, c'est peut-être effectivement que ce sont les bibliothécaires qui sont en charge des collections patrimoniales qui prennent le plus la littérature picarde en compte. En tout cas, à la bibliothèque d'Amiens, avec mon collègue Bernard Sinoquet, qui devait être présent ce matin, nous avions vraiment fait attention à collecter, puisque cette bibliothèque avait une vocation régionale, à collecter tout ce que nous pouvions retrouver de textes en langue picarde, depuis le nord de l'Oise jusqu'au Hainaut belge. C'est une collecte qui a été patiente, complexe, parce que beaucoup de textes se trouvaient chez de petits éditeurs ou édités par des associations. C'était assez compliqué de rassembler, mais je pense que la collecte a été faite de manière assez systématique. On est vraiment tout à fait conscient de ce patrimoine-là. Et c'est à partir de ce constat-là que l'action que vous évoquiez tout à l'heure a été menée à la bibliothèque de Douai. Notre figure municipale, Marceline Desbordes-Valmore, a commis quelques textes en langue picarde. De Christé a écrit texte aussi important en langue picarde. Théophile Denis, notre douaisien, alors on n'a pas été édité à Douai, mais à Cailleux-sur-Mer, ce qui rappelle l'unité de la grande région. Lui aussi des poésies en langue picarde. Donc il y avait tout un patrimoine nous avions l'intention de faire découvrir. Alors nous l'avons fait de plusieurs manières. D'une part par une conférence avec monsieur Lusignan, qui est un universitaire québécois, spécialiste de la langue, de langue picarde, et qui nous a fait une très très brillante conférence pour asseoir un petit peu
voilà, cette langue dans son contexte, et en particulier dans son contexte douaisien, puisqu'il nous a parlé des occurrences du Picard dans les documents d'archives de la bibliothèque de Douai, ce qui a soulevé un grand tollé. Hein. On a déjà évoqué cette réaction. Ici, on n'est pas Picard, on est ch'ti. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un des problèmes effectivement à surmonter, je pense. On a aussi tout un cycle de conférences. Alors, la thématique, c'était d'asseoir le Picard entre les beffrois et le chevalet. En fait, ça s'est déployé en 3 conférences, 2 conférences de Pierre Rivard sur le Picard des villes, le Picard des campagnes, et puis une conférence d'Olivier Angelard sur le Picard minier, qui est quand même particulier, qui a donné... voilà. Je suis originaire de Denain, donc voilà, je suis mousseron, mais Jacques Landrossi avait aussi exhumé bien d'autres auteurs du pays minier. Voilà. Et puis, nous avons aussi rendu compte, alors pas seulement du patrimoine littéraire, mais aussi de l'édition contemporaine. Il y a dans le Douaisis une demi-douzaine de maisons d'édition, et 3 d'entre elles ont, pour ligne éditoriale totale ou partielle, en tout cas plus ou moins importante, totale non, mais en tout cas une ligne éditoriale importante ou moyenne, l'édition de textes en langue picarde. Donc nous avons fait venir les éditeurs, donc Angelard, Nord-Avril de Bouvigny, et puis le Cénacle du Douailleul, qui est une association de valorisation de la poésie, qui a aussi édité des poésies en langue picarde. Et puis il y avait des auteurs auto-édités aussi, notamment M. Carlier de Lambre-les-Douais. Voilà, donc prendre connaissance de ce patrimoine. Et alors les conférences n'ont pas eu un franc succès, hein, voilà. il faut le dire. Donc il y a une difficulté quand même certaine à rencontrer le lectorat. Par contre, nous avons en 2 occasions utilisé le spectacle en invitant un des auteurs. Il est là-bas dans le fond de la sage de voix, donc c'est Rial Crieur, donc il y a un auteur tout à fait contemporain. On est dans le domaine de la création, édité par Olivier Angelard. Donc il a fait un spectacle dans un café de Douai qui a été relativement bien suivi. Et puis nous avons, avec une troupe du Cambrésis, donc Clara et Bistoul, fait un parcours littéraire dans Douai, donc en reprenant tous ces auteurs classiques du patrimoine littéraire douaisien que nous avions évoqué, qui avaient été évoqués dans les conférences. Donc on les a replacés in situ en se déplaçant dans Douai. Là, ça a été suivi par une 40aine, 50aine même à un certain moment de personnes. Donc entendre le Picard, voilà, c'est peut-être une démarche plus facile pour le public que de le lire, hein, en dépit d'une activité éditoriale qui est toujours importante. Donc, je pense que la valorisation passe par là. Alors ça me fait toujours rire parce que, à titre personnel, moi je suis l'exact contrepoint de cette situation. Comme beaucoup l'ont déjà évoqué, hein, moi je suis petit-fils de mineurs, mes grands-parents ne parlaient pas picard à la maison. Ils le parlaient avec des gens de leur génération, mais ils ont toujours eu le souci, hein, d'une transmission. Peut-être pas forcément par honte, il y avait aussi des valeurs républicaines derrière, il y avait, voilà. Mais il voulait en tout cas que la transmission du français soit faite. Et mon père, par contre, qui était enseignant, lui a fait partie de l'association Harcordé, invité par une de ses amies, Armelle Zamania, alors qui parle de communautarisme, je sais pas, qui était enseignante aussi, et voilà. Donc lui m'a initié à la littérature en langue picarde. Et alors je suis pas vraiment un locuteur, hein, je parle très très mal le picard, mais par contre je le lis depuis l'enfance. Voilà. Alors les lecteurs, qui sont ces lecteurs? Bon, il n'y en a pas beaucoup, vous dites, mais qui sont ces lecteurs en picard? Alors, à la bibliothèque, alors on a 2, on peut trouver, vous me demandiez où se trouvaient les livres en picard dans une librairie. Alors dans une bibliothèque, on en trouve principalement dans les fonds patrimoniaux. Donc les lecteurs de textes en picard sont les habitués des fonds patrimoniaux, c'est-à-dire les érudits locaux, voilà. Les associations qui peuvent venir aussi piocher des textes, hein, chercher des troupes de théâtre qui viennent piocher des textes. On en trouve aussi, mais
de manière beaucoup plus parcimonieuse dans les collections publiques, mais j'essaie, en tout cas pour ce qui est de l'édition douaisienne, de doubler la collection patrimoniale, qui est une collection de conservation d'une acquisition pour le fonds de lecture public, pour que les livres douaisiens puissent aussi circuler dans le public. Alors là j'ai pas vraiment d'informations précises. En tout cas, je sais qu'ils sortent peu. Voilà, c'est triste constat que je dois faire, malheureusement. Alors, pour qu'il y ait des livres sur les rayons des bibliothèques ou des librairies, il faut des auteurs, Pierre. Ouais. Comment on est Moi, je suis la victime ici. Non, la Victime. Professeur d'histoire-géographie en retraite, Pierre Delannoy est originaire de Fercq, dans le Boulonnais. Il est écrivain, poète, auteur de chansons en picard. Victime de l'éditeur, victime du libraire qui veut bien mettre mon livre ou mes œuvres, entre guillemets, qui veulent bien mettre leurs œuvres mes œuvres dans leur rayon. Bon. Ceci étant dit, je pense, franchement, qu'il ne faut pas se focaliser sur le passé, etc. C'est pas ça le problème. Il faut avancer. Alors, c'est pas pour moi que je le montre, c'est mon bouquin, bon d'accord, bien être beau, avec la photo derrière, et je vais vous en parler après. Ce livre a fait scandale au niveau politique. Je vous explique. Dans ce livre, il y a des nouvelles en patois qui ont été récompensées. Et j'en profite pour dire que voilà une action intéressante, le concours de nouvelles organisé par l'Agence pour le Picard, voilà une action intéressante. Il y a quand même eu 50 participants au dernier concours, c'est quand même pas mal. Pourquoi le livre a fait scandale? Parce que, je me souviens de la réaction de Jean-Pierre Sambla, quand j'ai dit on va traduire. Il m'a dit traduction, trahison. Bon, d'accord. Si on veut être lu, il faut aussi être compris. Bien. Moi, j'écris un patois, je répète, j'ai pas peur du mot. J'écris un patois qui est le mien. D'accord? Tout auteur, quel qu'il soit, je ne sais pas si les auteurs vont en parler, tout auteur, ou pourrait en parler, tout auteur, quel qu'il soit, emploie une méthode, un style qui lui est propre. Il ne cherche pas à forcément faire du Picard pur ou du je sais pas trop quoi. Il fait, moi je dis, je fais du Delannoy. Bien, bon, voilà, c'est tout, n'en parlons plus. Bon. Et puis on a traduit donc mes nouvelles en patois, on les a traduits en français. Et puis j'ai voulu y ajouter des photos d'un photographe qui s'appelle Karl Witterhagen, qui est un des grands photographes belges actuellement, flamand, de Gand, qui a photographié le Coron, où pratiquement je suis né, où tout au moins j'ai vécu pendant très longtemps, la cité du Trois-Rochelles, et où j'ai été prof de l'autre côté de la rue. J'étais un traître, j'étais fils d'ouvrier, j'avais des diplômes, j'avais été en fac, et j'étais prof de l'autre côté. Donc parfois j'ai été considéré comme un dissident de la cité. Bon. C'est pas toujours facile à vivre, je vous le dis. Donc, Karl a photographié ce coron entre les années 70 et 80, la population de ce coron, entre les années 70 et 80, au moment où c'était le plus terrible du point de vue de la catastrophe économique que nous avons vécue dans le bassin. Et il y a eu des photos, dont celle-là. Et quand j'ai vu celle-là tout de suite sur Internet, j'ai dit ça c'est moi. C'est-à-dire le gamin qui voulait sortir de ça, et qu'on voulait faire sortir de sa cité, et se développer. Et puis, j'en parle comme ça, avec beaucoup d'émotion, parce que ces photos-là ont été montrées dans le monde entier, sauf chez nous. Vous pouvez regarder si vous voulez, vous pouvez aller sur le site. Ça, on m'a dit, on ne veut plus le voir. Comme on ne veut plus voir le patois, comme on ne veut plus voir, ou tout au moins au niveau politique. Alors là, c'est là qu'il faut qu'on agisse. Quand on a parlé des États généraux, je ne dirai pas qui a
prononcer ce mot, pour faire baptiser cette réunion, j'avais ajouté, moi, cahier de doléances. Et j'aimerais bien qu'à la fin de cette journée, il y ait un cahier de doléances. Et de vos doléances, parce que c'est vous les directement concernés. Bien. Alors, je vais parler encore de l'œuvre, du travail de celui qui écrit. Je ne fais pas qu'écrire, j'ai fait des CD, un CD de Noël en particulier, qui est un des rares qui existe une simple anecdote, Douce Nuit a été traduit en 135 langues. Je me suis dit, pourquoi je ne traduirais pas un Picard, ou un Pato, une Ch'ti, ou tout ce que vous voulez. Bon, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'en ai fait un grâce aux Échos du Pas-de-Calais, grâce à Jean-Yves Vincent que j'ai aperçu là-bas tout à l'heure, au titre de la conservation du patrimoine. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ça a été une entreprise d'amateur, mais ça a été pas mal. Et puis, bon, il y a plein d'autres choses qui sont en route. Ça, j'ai eu des tas de demandes de profs, le prof de français, le prof de littérature, qui m'ont dit, il y a un texte en ch'ti, ou en picard, il y a un texte en français, et en particulier pour les profs de français de seconde et de première, j'étais prof d'histoire géo, qui étaient profs de seconde et de première, qui m'ont dit, ben ça on pourrait faire des études de littérature comparée, et puis demander aux jeunes de reprendre l'histoire, une histoire là-dedans, et de la traduire dans leur langue à eux. Mais je pense à Gildo, je pense au rap, etc. Pourquoi ces enfants-là, ces adolescents-là ne traduiraient pas la passion des Juliens, c'est-à-dire l'histoire des Spies et de Fosse, pourquoi ils ne le traduiraient pas dans leur langue à eux? Parce qu'ils ont une langue, les enfants, qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément la nôtre. C'est son de penser que, je discutais avec ma sœur il n'y a pas longtemps, est-ce que les enfants de maintenant parlent véritablement français? Non, ils parlent leur langue, ils ont leur vocabulaire, ils écrivent même une autre langue sur leur téléphone. Il faudrait peut-être en tenir compte aussi de ça. Voilà, j'ai peut-être été un peu long. Simplement, je vous signale aussi quand même que je vais participer la semaine prochaine à la rédaction de l'avenir de l'Artois qui va apparaître dans tout le Pas-de-Calais et qui sera un numéro en Picard, en ch'ti, et auquel je vais participer. On en reparlera à la table ronde des médias tout à l'heure. Alors voilà, simplement pour vous dire que je suis inconvaincu et que je crois que la seule chose que nous devons mener, c'est un combat vis-à-vis des gens qui veulent pas nous entendre. Et bien on est assez grand, on est quand même beaucoup ici, et il faut leur donner des arguments. Et c'est pour ça que je parlais de cahier de doléances. Voilà, j'ai dit assez de bêtises. Alors, tu dis, tout seul dans ton coin, est-ce qu'il y a des contacts avec les autres auteurs? Parce qu'on a l'impression que vous êtes chacun un petit peu dans votre chapelle. Alors, puis en plus, je constate quand même ici qu'il y a des auteurs, dans le Pas-de-Calais en particulier, des auteurs importants qui ne sont pas là. Bon. Bien, je ne donnerai pas de nom, mais je les connais aussi, je les connais très bien, et mon rêve aussi, ça aurait été de les faire venir ici aujourd'hui. Mais bon, il y a des gens qui on parlait de Bienvenue chez les Ch'tis tout à l'heure, il y a des gens qui ont béni Bienvenue chez les Ch'tis pendant un certain temps, puis qui ont retourné Kazakh depuis, et se sont aperçus que Bienvenue chez les Ch'tis, ça avait été peut-être pas forcément une entreprise très bénéfique pour notre région. Bien. Mais bénéfique pour certaines maisons d'édition. Tout à fait, ouais, bien sûr. Bon, voilà. Alors, les contacts avec les autres, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. On a l'occasion d'en avoir, je pense, au marché du ch'ti qu'organisait mon ami Guy Dubois, mais qui n'a pas eu lieu cette année, faute de combattants, parce qu'il n'y a personne qui voulait y aller. Donc, oui. Il y a quand même, si mes souvenirs sont exacts, il doit encore avoir quand même à peu près 115 écrivains, entre guillemets, dans le Pas-de-Calais, qui écrivent des textes, des poèmes, des textes, un petit peu tout partout dans les journaux, dans des magazines, etc., qui écrivent. C'est vrai qu'on se rencontre pas souvent, on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer.
Alors peut-être avant de donner la parole à ceux qui souhaitent la prendre, moi j'avais une petite question à propos du prix de littérature en Picard dont on a parlé tout à l'heure, qui est à mon sens un vrai outil. Est-ce que c'est juste une manière de donner une médaille à des gens qui écrivent et qui écrivent bien et qui écrivent depuis longtemps, ou est-ce qu'au contraire au fil du temps c'est un outil qui a permis de susciter une création, de faire sortir des gens et des auteurs nouveaux qui n'auraient pas forcément écrit si le prix n'avait pas existé? Alors, le prix de littérature en Picard, c'est l'agence qui l'a repris, mais c'était une création de l'Union Terre Tous dans les années 90 qui s'adossait au prix de la nouvelle Goncourt de Saint-Quentin. Pas Saint-Quentin en Yvelines, Saint-Quentin dans l'Aisne. Et l'agence a d'abord soutenu le prix de la nouvelle et après a repris le prix intégralement en 2009. Alors, pour répondre à ta question, oui, c'est stimuler l'écriture en Picard. Donc, si des gens ici ont une vocation à écrire, il y a un prix qui permet déjà de se confronter aux autres, d'arriver à être publié, puisqu'on publie les lauréats. Ça donne lieu aussi à une soirée littéraire à la Maison Jules Verne, c'est quand même un bel endroit. Je pense que c'est assez valorisant pour les auteurs, cette reconnaissance littéraire. Il y a un jury littéraire qui analyse, qui va donner, qui va baser son jugement sur la qualité littéraire du texte, pas uniquement sur la langue, aussi la qualité littéraire du texte. Et oui, ça a fait émerger des vocations, puisque j'ai vu tout à l'heure Régis Lucieux qui était là-bas. Je pense que s'il est venu à écrire en Picard, c'est peut-être grâce au prix de littérature en Picard aussi, que ça l'a incité, et il a gagné le prix l'année dernière. Donc on a des nouveaux auteurs qui arrivent grâce à ce prix de littérature, et ça a une vocation régionale aussi. J'espère qu'on arrive à donner une visibilité importante à ce prix, et que grâce à ça, voilà, ça peut inciter des gens qui jusque-là n'auraient peut-être pas osé franchir le pas, et ben, à le franchir, à construire leur langue, et puis on va arriver à la modernité. Voilà, les textes de Régis Lucieux sont des textes qui ne sont pas habituels en Picard. Voilà, le prix aussi a été aussi accordé par la thématique qui était sur les migrants, Lampedusa. On colle à la réalité, enfin la réalité à l'actualité, et comme c'est tous les ans, aussi ça aide à coller cette actualité. Mon expérience du prix qui s'appelait à l'époque le prix de la nouvelle, elle est qu'un jour j'ai appris que ce prix existait, donc j'ai écrit une page qui s'appelait Catherine, une petite histoire de mon enfance. Catherine, c'est aussi la première histoire que j'ai osé raconter sur scène à l'initiative d'Olivier, qui est plus que le simple directeur d'une agence où il y a quelques milliers de subventions, enfin quelques milliers d'euros de subventions qui sont donnés pour une action que certains jugent peut-être pas utile. Olivier, c'est aussi avant tout un fédérateur. Et un jour, il a décroché son téléphone et il m'a dit « Viens raconter quelque chose sur scène ». Je n'avais pas autre chose que ce texte, qui étant le premier texte que j'avais osé écrire en Picard. Je dis bien osé parce que jusque-là, je n'avais jamais osé écrire en Picard. Ça me semblait beaucoup trop compliqué. Catherine a eu simplement une toute petite distinction. J'ai eu un petit diplôme qui était comme un billet de 50 francs, enfin bref, qui était une citation. Et puis quelques années après, j'ai continué d'écrire et j'ai eu le prix de la nouvelle en Picard. Mais ce prix de la nouvelle, ça m'a aussi permis de comprendre que c'était une langue, qu'on pouvait en être fier d'être Picard, et que ça pouvait apporter autre chose. Donc c'est plus qu'un concours littéraire, c'est aussi quelque part l'occasion de comprendre son identité. J'ai eu la promesse de la part du président du conseil général actuel, enfin du conseil départemental. C'est pour moi qui l'ai demandé, hein, on l'a dit, ce serait bien que ce bouquin-là, il soit dans les collèges, dans les centres de documentation, revenons au centre de documentation. J'ai eu la promesse avant les cantonales. J'ai une photo, j'ai une preuve, j'ai une photo où je suis photographié avec monsieur le président, montrant le livre et disant on va l'acheter. J'attends encore. C'est ce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous menons, que vous vouliez ou non, nous menons un combat. Ce combat-là, je l'ai mené en tant qu'enseignant aussi. Je pense à Jean-Claude, à ce que tu as fait avec les enfants à Saint-Laurent-Blangy, hein, avec les tuyaux patoisants, etc. C'est un combat.
moi, quand je parlais patois dans la salle des profs, j'avais des collègues pète cul, hein, qui disaient « Oh, pour un professeur, quel langage !» Alors je leur répondais des sébules du tête des sacs. Oui, merci. Moi, je voudrais peut-être rebondir sur le prix, puisque on m'a fait le plaisir de me le donner aussi. Ce prix a donné une grande aventure, puisque de ce prix pour Eiffel sur Terry est sorti un film. Et le film a une autre vie, puisque ce film a été traduit, a été sous-titré, a été doublé en Parler de la Somme, en Parler de Charleroi, en Borin. Donc ce prix a été toute une aventure. Et je voudrais, puisque j'ai le micro, parler de l'autre côté de la frontière, où il y a aussi des aventures éditoriales. Et je pense par exemple au grand projet qu'on a eu avec Nadine van Welkenhuizen, le Crombel, la roulotte théâtrale, le Mojon des Wallons, qui est de considérer que les parlers régionaux de notre Oilly, ça représente un territoire immense, un territoire qui englobe l'ensemble de la Wallonie belge, qui englobe la Picardie, mais qui va jusqu'à la Vendée, qui touche le Jura suisse et qui touche également les îles de Jersey, anglo-normande. Et donc l'idée a été de contacter 14 écrivains, de leur proposer 2 personnages et de leur donner comme mission d'écrire l'aventure de 2 jeunes gens qui partent à travers l'Oilly à la recherche d'un mot perdu. Alors 14 auteurs, dont Vigneux de chez vous, qui a d'ailleurs repris le personnage de la fleur, mais des auteurs de Liège, de Jersey, etc., ont pris en charge ces mêmes personnages, leur ont fait vivre une aventure qui a donné à un très très beau livre et une série de films, puisqu'en plus on a été filmé chacun des auteurs disant son texte à l'endroit où il vivait. Et on s'est rendu compte comme ça que la solidarité est importante entre les parlers régionaux. On a tous le même combat, et c'est ce combat-là qu'on peut concrétiser entre nous. Et quand on parlait de cahier de doléances, c'est un cahier de doléances qui peut englober un territoire immense. Voilà. Pour nous, on a un budget qui est spécifiquement consacré au soutien à l'édition en langue régionale. Donc ce sont des associations ou des éditeurs qui soumettent des projets, et donc leur projet est examiné et, le cas échéant, subventionné. Mais il est subventionné suivant un certain nombre de critères, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une grande part de la production en langue régionale qui revêtait encore un caractère soit extrêmement passéiste, soit extrêmement amateur. Et donc l'objet en fait du travail qui a été mené en Belgique, ça a été de professionnaliser le monde de l'édition, de faire en sorte que les éditions proposées elles soient le plus souvent possible bilingues, parce que ça permet de toucher un public qui n'est pas complètement familiarisé aux langues régionales, et c'est aussi de faire en sorte que les éditeurs intègrent petit à petit aussi le monde de l'édition numérique. Parce que je crois que nos langues régionales, elles sont trop peu présentes sur les réseaux sociaux, elles sont trop peu présentes sur Internet, elles sont trop peu présentes dans le monde du numérique. Or, si nous voulons toucher de jeunes lecteurs et de nouveaux lecteurs, c'est aussi là qu'il faut se diriger. Donc nous avons pour ça créé une plateforme de l'ensemble des revues d'expression régionale. Et cette plateforme, elle présente nos revues en langue régionale, que ce soit wallon, que ce soit du picard, que ce soit du beaumet, mais aussi des revues en langue française. Et ça, je crois que c'est un deuxième enseignement important. Cette plateforme, elle est très souvent visitée, mais la page qui est la plus fréquemment visitée est une page en langue régionale. Si nous n'avions pas, je pense, été avec d'autres revues, qui sont aussi des revues d'histoire de l'art, qui sont des revues de danse, qui sont des revues dans différentes langues, nous n'aurions pas eu le même impact. Donc je crois qu'il faut que nos éditeurs, en tout cas je parle pour la Belgique, sortent aussi un peu de leur monde et aillent côtoyer le monde de l'édition, le monde des livres en langue française, voire dans d'autres langues, parce que ça va leur apporter d'autres publics. Donc édition numérique, je pense,
projets mutualisés. Cette plateforme, en fait, elle regroupe toute une série de personnes, ce qui permet de distribuer les coûts. C'est beaucoup plus facile, je veux dire, pour des éditeurs de se mettre ensemble et de verser une petite quote-part plutôt que pour chaque éditeur de faire le travail, d'aller trouver un fournisseur d'accès, etc. Donc, il faut se mettre ensemble et ne pas hésiter à sortir du monde de l'édition régionale stricto sensu. Donc, on soutient l'édition et les auteurs soit par le biais de subventions, soit aussi par le biais de prix littéraires. Donc, on a aussi 3 prix qui sont octroyés annuellement. Donc, un pour la création théâtrale, un pour la création dans le roman et un pour la création en poésie. Et nous nous sommes aperçus que, en définitive, on tournait toujours un peu avec les mêmes types d'auteurs. Donc, on a un nombre significatif d'auteurs de bonne qualité, vraiment de très bons auteurs, notamment côté Picard. J'imagine que les noms de Rosemary François ou Jean-Marie Cage-Lansky ne vous sont pas inconnus, sans parler évidemment de Roland et d'Annie qui sont ici, mais là je ne vois vraiment pas vous les présenter. Donc on a des auteurs qui sont de très bons auteurs, mais finalement le prix revenait quand même assez régulièrement aux mêmes auteurs. Ça, c'est un vrai problème. Si on veut continuer à avoir des écrits en Picard, il faut aussi que notre réservoir, entre guillemets, d'auteurs se renouvelle. De là est née une première idée qui était de créer un prix de la première œuvre avec un écolage. C'est-à-dire de demander un texte court, de passer par des ateliers d'écriture, par exemple, qui existent, de recevoir ces textes et de désigner pour chaque auteur qui se présente, chaque candidat, une sorte de mentor qui va l'aider à améliorer son texte, en particulier du point de vue linguistique. Chez nous, on a encore pas mal d'auteurs, je crois, qui sont très attachés à leur région, mais qui ne vont pas oser se lancer dans la création d'un texte qui serait entièrement en langue régionale parce qu'ils estiment ne pas suffisamment maîtriser la langue. Donc je crois qu'il faudrait penser à des formes d'écolage littéraire, je dirais, pour faire en sorte que le réservoir d'auteurs se renouvelle. Donc je dirais qu'il y a professionnalisation d'une part, modernisation de l'autre, parce que aussi on a mis au point une charte pour l'édition professionnelle. Et là je pense en particulier aux auteurs, parce que chez nous, il y a beaucoup d'éditions à compte d'auteurs, ce qui signifie que les auteurs finalement, soit ils mettaient de leur poche, mais en tout cas ne gagnaient rien. Nous, ce que nous subventionnons, ce sont des éditeurs en langue régionale, mais qui respectent les droits d'auteur. Ça, c'est important. Dernière chose que je voudrais évoquer, c'est ces fameux réseaux dont on a déjà parlé. Donc, nous avons fait la formation pour les bibliothécaires, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est une sorte de one-shot, même si on le renouvelle 5 ans plus tard. Ce qu'il faut, c'est continuer d'animer le réseau, c'est-à-dire proposer aux bibliothécaires, et me semble-t-il aussi aux libraires, des possibilités d'activités clés sur porte, en quelque sorte. C'est-à-dire faire en sorte que pour les bibliothécaires ou pour les libraires, ce ne soit pas une espèce de démarche complètement difficile dans laquelle ils sont perdus, dans laquelle ils n'osent pas se lancer parce qu'ils n'ont pas de soutien. Donc, pour vous donner un exemple concret, nous avons organisé un marathon de lecture en langue régionale. Ce n'était pas pour le Picard, c'était aussi pour le Wallon, c'était aussi pour les différentes langues régionales qui sont pratiquées en Fédération avec Bruxelles. Et donc nous avons recontacté toutes les bibliothèques qui avaient suivi la formation. Nous leur avons expliqué quel était l'objet de cette activité, donc qui était de constituer la plus longue chaîne de lecture en langue régionale avec un règlement de concours. Et l'idée, c'était qu'une lecture par un enfant rapportait 3 millions, une lecture par un adulte 1 million. Grâce à cette opération, en un mois, nous avons touché plus de 6000 personnes qui ont lu un texte en langue régionale de maximum 3 minutes, mais nous avons surtout touché 4424 enfants. Et ce qui a marché, c'est que cette activité était fortement encadrée. Donc les bibliothécaires qui se lançaient dans cette aventure savaient que nous pouvions les mettre en relation avec des troupes de théâtre ou avec des conteurs qui allaient les aider à organiser l'activité au sein de leur bibliothèque. Ils savaient que nous avions des livres à mettre à leur disposition. Enfin, ils savaient qu'ils avaient toute une série de renseignements de personnes ressources sur lesquelles ils pouvaient compter. Et moi, je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler. On a un prix, l'ouvrage va être édité de manière professionnelle, il faut ensuite faire des démarches vers les bibliothèques pour qu'il y ait des rencontres d'auteurs qui soient organisées dans les bibliothèques autour de l'ouvrage. Il faut qu'il y ait des séances de dédicaces dans les librairies avec lesquelles on travaille régulièrement. Donc il faut vraiment qu'il y ait tout un travail de médiation autour des ouvrages qui sont soutenus. Voilà. Je suis d'origine italienne. Je me suis mis au Picard vraiment au moment où on doit se reposer, c'est-à-dire à la retraite. En quelques années, j'ai bouquiné force lexique, etc., dans les lexiques du valenciennois. Et à un moment donné, il y a le gratteur, comment on appelle ça, celui qui...
enfin le dénicheur de je ne sais pas comment, qui s'appelle Olivier, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais Olivier quelque chose, je l'ai vu tout à l'heure là-bas. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Donc il m'a dit, il faudra que tu envoies ton écrit aux nouvelles. Donc je voulais dire à tous ici, c'est-à-dire que si vous aimez écrire, si vous voulez avoir un petit peu de courage pour apprendre une langue, en particulier la langue régionale qu'on appelle le picard, une fois pour toutes, hein, et pas le ch'ti, rien du tout, le picard, eh bien, vous pouvez vous y mettre. Et la preuve, enfin là, c'est une... Je fais comme tout le monde, hein, je parle un petit peu pour moi aussi, hein, il faut que je fasse un peu ma pub quand même. Hein. Alors, ça veut dire que Olivier m'a donc sollicité, j'ai présenté 4 fois des nouvelles au concours de nouvelles Picardes organisé par Olivier, et 4 fois j'ai fini dans les finalistes avec 2 fois 2 places de 3e. Et puis je me suis arrêté parce que je dis si je continue, je vais gagner le concours et ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire et puis de faire partager au cercle amical. Et j'envoie mes petits écrits comme ça, à droite et à gauche, et ça me suffit. Donc, je veux le dire à tous, hein, n'hésitez pas, vous écrivez, vous vous lancez, et si ce n'est pas retenu en finaliste, ça fait rien. Vous êtes fait plaisir à écrire. Merci. Je voulais rappeler que la séance d'avant, nous avons parlé de l'éducation et de l'apprentissage pour les enfants, et de l'éducation nationale, et que là, nous sommes en train de parler de l'édition, et je voulais rappeler également que pour apprendre demain la langue picarde et pour faire de l'édition, peut-être qu'un jour, enfin nous le sommes, nous allons être confrontés à l'écriture. Voilà. Et vous le savez que c'est un gros discours au niveau de toute cette picardie linguistique, et encore plus aujourd'hui, puisque maintenant on va être rattaché au Nord et au Pas-de-Calais. Alors je voulais simplement vous remettre ça dans l'oreille, hein, et puis aussi remercier et peut-être soutenir ces poètes et ces chercheurs modernes, et je peux en citer, je pense à Ivar Schwabach, qui a une écriture extrêmement moderne et qui sera sûrement une base de travail pour notre avenir. Je pense également, et vous le savez tous, je pense à Urge Champicot, à Jean-Marie Braillon qui est absent aujourd'hui, et c'est dramatique parce que le pape du Picard, aujourd'hui on en aurait eu besoin, mais donc au travail qui a été fait par Fédère Carton Braillon sur ce dictionnaire français-picard qui est peut-être décrié, mais qu'en tout cas, et moi je suis le premier, quand je cherche un mot que je ne trouve pas, je vais dans le dictionnaire de Jean-Marie ou je téléphone à Jean-Marie pour savoir comment il peut m'aider. Donc je voulais quand même, parce que ça ne va pas être le sujet de discussion, mais vous savez que c'est un sujet qui va faire mal à un moment donné, mais qui sera peut-être un sujet incontournable, c'est un jour, enfin, se décider quelle position nous prenons par rapport à une graphie. Je veux pas, on n'est pas là pour faire la guéguerre, puis chacun a son territoire, donc moi j'ai parlé comme chaud, je parle pas tôt comme chaud, je suis né dedans, je suis tué dedans, et puis je m'avoue défuncté dedans, donc j'ai écrit comme chaud. Bon, peu importe. Mais si un jour on veut pouvoir imaginer d'être d'accord sur une langue commune qu'on risque d'apprendre à quelqu'un, encore va-t-il falloir pouvoir se mettre d'accord de la manière dont on l'écrit. Moi, je suis mal passé pour en parler, mais je tiens quand même à remercier ces gens-là qui sont des gens riches pour moi. Hein, et bien, je suis très mal placé pour en parler puisque je suis juge et partie, c'est-à-dire que mes chansons, elles sont systématiquement écrites en supradialectal, ce qui me permet, quand je fais de la poésie, d'imaginer que je peux la prononcer à l'amiénoise, je n'en veux point, mais je peux aussi penser que parce que ça m'arrange, plutôt que de faire un point en suspension avec un i qui n'est pas toujours très joli dans la chanson, de décider que je n'en veux pas et que je vais l'écrire avec une graphie qui sera peut-être prononcée nordiquement, parce que moi je suis un musicien, je suis un chanteur et je veux que ça soit beau ce que j'écris. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire j'essaye plus d'employer la graphie Fédère Carton, hein, qui me semble une des plus logiques pour certaines choses. Hein. Voilà. Alors, je voulais aussi signaler, et pour terminer... Ouais, c'est ça, ouais. Je voulais dire quand même, je pense à Mme Tiberghien et à la présidente de l'Agence pour le Picard, qu'il y a eu quand même samedi un événement important. Hein, c'est la signature d'une convention entre l'Agence pour le Picard et l'abbaye de Saint-Riquier, et qui permettra, je fais partie du conseil d'administration de l'Agence pour le Picard, qui permettra d'avoir
si j'ai bien compris, si je suis pas trop idiot dans la chose, des écrivains ou des trucs des gens en résidence, hein, ce qui est quand même une très belle avancée. Merci Madame Piberia. Pour dire que les deux plus belles reconnaissances que j'ai eues jusqu'à présent de toute ma vie sont été effectivement ces deux reconnaissances de l'Agence pour Picard. D'abord une mention spéciale il y a 2 ans et puis le premier prix cette année. Et juste pour vous le dire, pour vous montrer l'importance que ça revêt en termes de fierté, bon, je suis diplômé de 2 écoles de commerce, une à Paris et une à Lille, aussi diplômé d'une université américaine. Et le seul diplôme que j'ai affiché, les 2 seuls que j'ai affichés, sont justement les prix de l'Agence pour le Picard. Parce que pour moi, ils revêtent la plus grande importance à mes yeux. C'est d'avoir effectivement eu cette reconnaissance-là. Un deuxième point que j'aimerais aussi porter à votre connaissance, toujours en matière de fierté, c'est que dans mon CV, moi je mets clairement que bon, je sais parler français, heureusement bon, anglais et allemand, mais je dis que j'étais bilingue français-picard. C'est-à-dire que je le mets en avant, c'est un élément de fierté. Alors ça dénote un petit peu parce que sur le marché du travail, je passe un peu pour un bizarre ou un drôle, mais au final, c'est un vrai élément que je souhaite mettre en avant. Et de la même manière, récemment, j'ai transmis mon CV, donc directrice des ressources humaines de la société, qui souhaitait se rappeler le parcours que j'avais eu. Et quand elle a découvert que j'étais bilingue français-picard, que j'avais écrit en picard, que j'avais été reconnu par une agence, elle s'est dit, mais attends, mais c'est super, mais c'est quoi le picard? Je ne savais même pas que ça existait. Et on a commencé à en parler, et encore une fois, ça a été un vrai élément de fierté. Donc je tiens à vous le dire, moi je suis très très fier de parler picard, je clame, et dès que j'en ai la possibilité, je parle aussi en picard à qui veut bien entendre, parce que c'est une très belle langue, et voilà, je l'affiche fièrement.